Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13 heures au Bénin. Les acteurs culturels membres du bloc républicain renouvellent leur vœu de renforcer la mobilisation autour de cette formation politique pour les échéances électorales à venir. Une annonce faite dans l'après-midi de ce mercredi à Cotonou à la faveur d'une rencontre avec le bureau politique du parti. Après des décennies de relations d'amitié et de coopération bilatérale, le Bénin et la République du Congo veulent à nouveau dynamiser cette coopération sud-sud. C'est dans ce cadre qu'il est organisé ce mercredi la troisième session de la grande commission mixte de coopération entre le Bénin et la République du Congo à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les travaux qui ont connu la participation du ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo et de sa délégation et de la partie béninoise. Et puis enfin, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la 50e journée internationale de l'alphabétisation. À quelques heures de cette célébration, le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle s'est adressé aux citoyens béninois. À l'occasion, il a levé un coin de voile sur les réformes entreprises dans ce sous-secteur. Mesdames et Messieurs, à nouveau bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13 heures au Bénin. En politique, les acteurs culturels, membres du bloc républicain, renouvellent le vœu de renforcer la mobilisation autour de cette formation politique pour les échéances électorales à venir. Une annonce faite dans l'après-midi de ce mercredi à Cotonou à la faveur d'une rencontre avec le bureau politique du parti. À la tête de la délégation du bloc républicain, le secrétaire général national Abouda Biotchane retrouve sur les temps forts de cette rencontre avec Narcisse Alossé, Henri Ganti. Le secrétaire général national du bloc républicain au contact du monde culturel béninois, Abdoulaye Biotchane, répond surtout à l'invitation de ces acteurs culturels qui sont porteurs d'un vœu renforcer leur mobilisation autour du parti au cheval blanc cabré pour les futures échéances électorales. Les hommes politiques vont sur le terrain en compagnie des artistes. Donc ils savent bien que nous jouons un rôle de mobilisation. Donc tous ces artistes-là sont des ambassadeurs. C'est des gens qui vont aller parler du bien aux populations. Nous avons les armes les plus efficaces, car nous sommes les acteurs les plus proches des communautés à la base. Chaque artiste, dans sa localité, est un locuteur avéré, un communicateur attitré. Vous n'avez rien appris, monsieur le secrétaire général national. Et puisque la route du développement passe par le développement culturel, nous voulons accomplir notre part en tant que sachant. Commandant, quels sont vos ordres? Des sachants pour l'exercice de mobilisation populaire autour des compétitions politiques qui demandent le mot d'ordre à suivre. Et le général des troupes n'a pas hésité avant de dévoiler la barque à mission. Je n'ai pas de doute que si vous êtes avec nous, nous allons gagner. Ce que je vais nous demander solennellement, c'est de partir d'ici, d'aller dans les communes, d'aller dans les arrondissements, dans les villages, dans les quartiers de ville, pour porter le message que le bloc républicain, c'est votre parti. Que le bloc républicain, c'est le parti qui va construire le Bénin. Et donc, c'est le parti qui doit être, à l'échéance prochaine, le premier parti du Bénin. L'ambition est ainsi affichée publiquement, faire du bloc républicain le plus grand des partis politiques au Bénin. Et ces acteurs culturels venus des 12 départements du pays se disent prêts pour relever le défi. D'ailleurs, de la culture à la politique, ces maîtres d'œuvre de l'esprit restent lucides dans leur engagement. Vous connaissez beaucoup d'artistes qui sont députés, qui sont même présidents de républiques ailleurs. Et donc les sujets qu'on aborde dans nos chansons, dans nos œuvres, ne sont que des questions qui concernent la population. Et nous estimons bien placés pour parler au nom de la population, ce que nous faisons déjà bien dans nos œuvres artistiques. Et moi, je suis dedans depuis des années. Et je me sens tout à fait à l'aise de prendre la parole en public pour dire les choses, pour faire des propositions concrètes de loi pour changer positivement la vie des gens. Forte mobilisation donc du monde culturel béninois qui annonce une expertise peu commune pour le bloc républicain dans l'optique des prochaines joutes électorales. Une expertise qui sera évaluée au soir des législatives du 8 janvier 2023.
La municipalité d'Abomey-Calavi est le plus grand doctoire au sud du Bénin. Elle aspire donc à un développement à la hauteur de la taille de sa superficie et de sa population estimée à plus d'1 million d'habitants. Toute chose qui amène cette municipalité à nouer des relations régionales comme internationales. Dans la journée de ce mercredi, elle a accueilli une délégation du conseil départemental de la Vendée à l'hôtel de ville pour le renforcement des coopérations. À Siongbon pour le compte rendu. C'est une prise de contact entre la mairie d'Abomey-Calavi et une délégation du conseil départemental venue de la Vendée en France. Une rencontre qui coïncide avec les 30 ans de la coopération entre le Bénin et la Vendée. Des échanges, il ressort que la délégation réaffirme son engagement à intervenir sur plusieurs plans dans la municipalité d'Abomey-Calavi. C'était important pour nous, nous l'avons dit, monsieur le maire, de pouvoir donner un coup de pouce à l'association des boulangers et pâtissiers béninois, tant sur l'aspect technique, mais puis le département apporte évidemment un appui financier pour renforcer les capacités locales. Nous sommes à l'écoute de vos besoins et les sujets que vous avez évoqués sur les aspects économiques, culturels et touristiques sont intéressants et bien sûr s'inscrivent dans une dynamique communale. Le maire d'Abomey-Calavi, Évariste Angelo Arwandinou, avait besoin de l'appui de la partie française pour mobiliser les artisans, dynamiser le développement local. Opportunité pour lui d'exprimer d'autres besoins sur lesquels le conseil municipal entend voir intervenir la Vendée. Dans ce processus, nous souhaiterions vivement votre accompagnement pour la réalisation de quelques projets touchant notamment le domaine économique à travers la création d'un centre de formation en boulangerie, le développement des cultures maraîchères, le développement de l'hôtellerie et du tourisme et le développement de l'agro-business. Dans le domaine culturel, nous avons la construction de la maison de la culture d'Abomey-Calavi. Il est à noter qu'une délégation de jeunes Vendéens ont été accueillis ici au Bénin courant avril 2022. Il s'en est suivi une formation en boulangerie-pâtisserie sur le blé, la farine de blé, le pétrissage, la fermentation, le façonnage manuel. Il a été aussi question de la fabrication du pain sucré salé, l'utilisation des farines locales de manioc, maïs, patates douces, bananes, plantains. Et puis l'association des ambassadeurs de développement d'Afrique en partenariat avec la mairie de Djougou joue sa partition pour l'auto-emploi des jeunes. Elle a à cet effet initié une série de formations à l'endroit des hommes et femmes désireux entreprendre des activités génératrices de revenus florissants. Après 2 semaines de formation théorique et pratique, les participants à cette formation ont reçu leur attestation au cours d'une cérémonie fort simple organisée ce mardi à Djougou. Alassane Harouna, Abdou Sahabi Idrissou. C'est le couronnement de 2 semaines de formation qui est ici matérialisé par la remise d'attestation à ces hommes et femmes formés dans divers domaines pourvoyeurs d'emploi et de richesses. Une initiative de l'Association des ambassadeurs de développement d'Afrique qui entend ainsi faire de la commune de Djougou une plaque tournante des produits agroalimentaires et cosmétiques de qualité. Notre objectif, c'est de faire en sorte de Djougou un pôle d'attraction où de ces 6 mois, tous les jours, nous allons voir des bâchers venir s'approvisionner des volailles ici, à Djougou. Au-delà de ce module sur l'élevage, nous les avons initiés sur la production de la tomate contre saison. Et à cet effet, je peux vous dire que nous avons déjà un terrain à titre d'expérimentation où nos pépinières attendent impatiemment quelques jours pour être repiquées.
Aussi, pour le troisième module, nous avons formé pour la plupart, surtout les femmes, sur la production du savon. Plusieurs sortes de savon, vous pouvez constater à côté. Et ce qui m'enchante beaucoup plus dans une perspective associative. Tous, autant que nous sommes là, ont décidé de se mettre ensemble et c'est là notre force. Cette initiative est soutenue par la mairie de Djougou. Elle vient à point nommé mettre en valeur les activités entrepreneuriales au fin de booster durablement l'économie locale. Vous avez fini l'essentiel, mais le plus dur reste à venir, la volonté de vous installer. Et ce courage, je voudrais vous exhorter à l'avoir et à dire, nous affrontons les conditions environnementales, nous ferons tout pour réussir. Et je voudrais prier Dieu pour qu'il vous accompagne. Vous trouverez à la mairie de Djougou des personnes disponibles pour vous accompagner dans ce que vous voulez, à condition que vous le faites avec foi. Au-delà de la promotion des activités entrepreneuriales pour le développement local, cette formation vise également la création d'une association panafricaine de développement à Djougou. Puis nous allons à Porto-Novo à présent. La construction de la ville n'est plus uniquement l'affaire de l'État et de la mairie. Un citoyen du nom Antoine Rondagnon a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en contribuant fortement à la réalisation de rues pavées, des rues pavées mises en service ce mercredi en présence de la secrétaire exécutive de la mairie Isabelle Essou et du maire Charles Yankouti. Plus de détails dans ce reportage. Des rues secondaires et tertiaires du quartier Akonaboué dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, entièrement pavées. Ces rues sont pavées grâce à la forte contribution d'un citoyen de la ville, le patriarche Antoine Rondagnon, PDG de l'établissement, plus jamais la maladie de la prostate. L'homme a pris en charge la réalisation de la couche de base sur laquelle sont posés les pavés, qui sont en fait des pavés récupérés sur des voies désormais asphaltées. Environ 3 km de voies ont été ainsi pavées, une manière pour Antoine Rondagnon d'accompagner le chef de l'État dans sa politique d'aménagement de la ville capitale. Je suis en train d'accompagner deux personnes. La première, c'est le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Guillaume Athanase Talon, qui nous a émerveillés. Depuis 1960, je n'ai jamais vu un chef de l'État comme ça. J'ai vu en un temps record les voies bitumées. Maintenant, il a fait tout ça là. Pourquoi ne pas l'accompagner? Je vais accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, et le maire de Porto-Novo, Yankouti, Charlemagne. Je vais les accompagner et il y aura une visibilité. Vous tapez à ma porte, vous m'appelez la nuit pour le développement de Porto-Novo, je suis preneur. Le maire Charlemagne Yankouti est tout fier du citoyen Antoine Rondagnon qui, comme le souhaitait le président américain John Kennedy, citoyen, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je suis très ému, c'est énorme pour un citoyen qui s'engage à le faire. Et au nom du conseil municipal de Porto-Novo, au nom de toutes les filles et tous les fils de la ville de Porto-Novo, je voudrais lui témoigner publiquement notre reconnaissance en attendant qu'un compte rendu soit fait au conseil. Notre prière, c'est qu'il nous accompagne jusqu'où on n'aura pas du tout peur et Dieu lui donnera la grâce de le faire. Nous saisissons cette occasion aussi pour solliciter la SGDS de bien vouloir se pencher sur ces nouvelles voies-là. Nous prenons l'engagement déjà de les verdir. Nous allons prendre des dispositions comme cela se fait dans le cadre de l'asphaltage de les verdir et de les éclairer aussi. Nous allons solliciter à cet effet le ministre de l'Énergie aussi de voir dans quelle mesure il pourra nous aider dans cette œuvre gigantesque que Papa Rondagnon est en train de faire. En dehors des travaux de pavage qui vont se poursuivre, Antoine Rondagnon entend bientôt entamer la réfection de plusieurs salles de classe à travers toute la ville de Porto-Novo.
Les membres de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique se sont réunis ce mercredi en session annuelle au titre de l'année 2022. Les assises ont consacré au point de la situation que vivent les populations de certaines communes du Bénin et suite à la montée des eaux. Les recommandations formulées en 2021 ont été également examinées pour améliorer les stratégies du gouvernement face aux inondations. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique qui préside la plateforme a procédé au lancement des travaux de la session en présence de ses collègues de la santé et des affaires sociales. Reportage. Après ces assises de 2021, la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique tient ce mercredi 7 septembre sa session annuelle 2022. C'est le directeur général de l'Agence nationale de protection civile, secrétaire permanent de la plateforme qui présente ici le point de la situation, le niveau d'alerte dans les différents bassins, le bilan des dégâts et les difficultés rencontrées. Sur ces images, Malanville, Karimama, Adjoum, Bonou et Zayanado sont dans la zone rouge, pendant que Atiémé et Grand Popo sont en alerte jaune. Les inondations de 2022 ont déjà occasionné plusieurs décès. Nous avons eu 4 décès enregistrés du fait des inondations de façon directe. Nous avons 20 décès liés à l'eau. Nous faisons la différence entre les décès directement dus aux inondations et les décès liés à l'eau. Parce que l'eau tue tous les jours. L'eau tue tous les jours, mais ce n'est pas les inondations qui tuent tous les jours. Il y a une inondation lorsque l'eau occupe un espace qui n'occupait pas habituellement, ou que l'eau monte quelque part où elle était habituellement. Donc c'est lorsque dans les milieux lacustres, il y a montée d'eau et que le seuil de l'orange est franchi, que nous considérons qu'il y a décès par inondation directe quand les gens meurent dans ces endroits-là. C'est leur milieu naturel. De la même manière, lorsque quelqu'un tombe dans un puits et qu'il meurt, même si c'est en période de pluie, ce ne sont pas les inondations qui l'ont tué. Ça, c'est l'eau qui l'a tué. Et nous faisons cette distinction. Ce qui nous a permis de faire la différence entre le nombre de décès directement dus aux inondations, qui est de 4, et le nombre de décès dus à l'eau, qui est 20. À ce bilan s'ajoute, comme on peut le constater, l'endommagement des infrastructures socio-communautaires avec 10 063 sinistrés selon les chiffres provisoires. Comparativement à l'année dernière, les statistiques relatives aux dégâts occasionnés par la montée des eaux à cette même période sont légèrement en baisse, fruit des efforts que déploient les services chargés de la protection civile grâce aux actions mises en œuvre par le gouvernement. Au nombre des principales actions menées, on peut citer la vulgarisation des prévisions saisonnières par des radios communautaires et à travers des échanges avec les populations, l'activation des plateformes départementales et communales de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, l'introduction en Conseil des ministres d'une communication relative à la présentation de la situation, communication qui a abouti à la mise à disposition de moyens pour des actions urgentes en vue d'atténuer les souffrances des populations. L'une des difficultés auxquelles est confrontée la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique est l'insuffisance du niveau de coproduction de la protection civile. Les populations sont alors une fois encore invitées à changer d'attitude et surtout à respecter les consignes sécuritaires que donne le ministère de l'Intérieur au fur et à mesure que la situation évolue. Où en est le Bénin dans la formulation des stratégies pour une transition fiscale? L'atelier regroupe les cadres du ministère de l'économie et des finances, de même que d'autres experts de la question. Les travaux se sont déroulés du 6 au 9 septembre 2022 à Grand Popo, occasion pour les parties prenantes de faire un point d'étape de cette transition afin de se pencher sur les perspectives. Clément Tchadé, Florent Dehou.
3 jours d'immersion et de formulation des stratégies pour assurer la transition fiscale au Bénin. C'est autour de cet atelier qui regroupe les différents acteurs qui œuvrent pour la détermination du champ de la fiscalité afin de répondre aux défis des ressources intérieures des pays conformément aux normes communautaires. Il s'agit donc pour les participants de passer en revue les indicateurs de suivi de cette transition fiscale, l'agrégat des recettes fiscales au sein de l'UEMOA et les réformes de la Direction générale des impôts et celle des douanes. Dans le but de renforcer la mobilisation des ressources intérieures, les pays mettent actuellement en œuvre des politiques de transition fiscale qui ont pour objectif de substituer des ressources de fiscalité interne à des recettes tarifaires en diminution en raison des politiques de libéralisation. L'introduction du programme de transition fiscale dans l'espace de l'UEMOA a permis d'instaurer un cadre adéquat pour faciliter les échanges intracommunautaires entre les pays membres. Au lancement de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances est revenu sur l'importance de cette activité avant d'inviter ses collègues au sérieux au cours des travaux. Cet atelier de grand propos sur l'immersion et la formulation de la stratégie de transition a été aussi l'occasion des approches de services fiscaux pour la migration de l'économie informelle vers l'économie formelle, sans oublier l'évaluation du niveau de transition atteint par le Bénin. Le présent atelier d'immersion et de formulation de stratégie de la transition fiscale permettra de nous abreuver à la bonne source pour nourrir nos réflexions sur les enjeux de la transition fiscale au Bénin. Dans ce cadre, les différentes communications qui seront présentées permettront à chaque membre du comité de disposer des connaissances actualisées de politique fiscale pour que des propositions pertinentes d'axes de réforme à intégrer dans le programme de transition fiscale soient faites. Actualiser la connaissance pratique des membres du CNSPTF sur les outils de suivi de la transition fiscale, ressortir les déterminants d'une transition fiscale inachevée, formuler des propositions de réforme pour réussir la transition fiscale. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que vous vous rendez compte, autant que moi, de l'importance que revêt la tenue de cet atelier à l'aune des différents objectifs poursuivis. À l'issue des travaux de cet atelier, le rapport final des participants et organisateurs permettra d'avoir une idée claire des performances du Bénin en matière de transition fiscale afin de se focaliser sur les perspectives. La Chambre de commerce d'industrie du Bénin, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, j'y arrive, a procédé au lancement officiel du projet d'appui à la transformation agroalimentaire des PME et PMI dans la commune de Tukuntounan. Justement, l'objectif visé à travers la mise en œuvre du dit projet est bien entendu d'améliorer la compétitivité des petites entreprises de transformation agroalimentaire dans cette commune. Précisément, la cérémonie de ce lancement s'est déroulé ce mardi dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Tukuntounan. Compte rendu. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, est résolument engagée à faire du secteur privé l'un des principaux moteurs de croissance économique et de la création de richesses. Pour y arriver, elle ne cesse d'entreprendre des initiatives qui promeuvent des activités entrepreneuriales. La cérémonie de lancement officiel du projet d'appui à la transformation agroalimentaire des petites et moyennes entreprises PME et des petites et moyennes industries PMI de Tukuntounan en est une parfaite illustration. Comme objectif général, il s'agira pour ce projet d'améliorer la compétitivité des petites entreprises de transformation agroalimentaire dans la commune de Tukuntounan. Et comme objectif spécifique, nous aurons à mieux structurer les PME, PMI, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, aussi bien que les petites et moyennes industries déjà établies, du secteur agroalimentaire et des secteurs connexes. De la production à la commercialisation, en passant par la transformation des produits agroalimentaires,
La CCIB et l'Organisation internationale de la francophonie qui ont déboursé 20 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du dit projet s'engagent ainsi à donner un nouveau souffle de vie au tissu entrepreneurial local. Le positionnement de notre pays par rapport à ce fonds d'accompagnement des PME, PMI, qui lui a permis de se révéler et d'être éligible, nous le devons à l'excellente relation de coopération que le gouvernement du président Patrice Talon entretient ces dernières années avec l'Organisation internationale de la francophonie. La question du développement local et de la transformation de l'écosystème économique du territoire est un objectif de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans le cadre de ses missions statutaires et surtout dans le cadre de sa contribution pour le passage d'un entrepreneuriat de subsistance à un entrepreneuriat de croissance. Je voudrais rassurer la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ainsi que le partenaire OIF que le projet dont nous procédons au lancement ce jour est bien en adéquation avec les objectifs de développement de la commune. La CCIB prévoit dupliquer cette initiative dans les autres communes du Bénin. Une manière pour favoriser l'émergence et l'éclosion effective des PME, PMI dans les 77 communes du Bénin. À Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, se déroule la 12e édition du camp de la jeunesse de l'ONG internationale UF Fellowship. Des milliers de jeunes y prennent part. Plusieurs activités occupent cette énième rencontre qui vise principalement à échanger des mentalités de la jeunesse pour le développement de la nation. Il s'agit essentiellement des académies de formation, des prestations culturelles, des conférences, débats et autres. C'est le ministre d'État chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Teddy Goudalou. Ils se sont massivement mobilisés pour ce camp de la jeunesse de l'organisation non gouvernementale IUIF, entendez International UIF Fellowship. Cette rencontre des jeunes, qui est à sa 12e édition, est axée sur la thématique « Changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation ». Alors le changement de mentalité a initié ici dans ces camps. 우리 IYF에서는 정말 배낭의 청소년들이 배낭의 미래를 위한 주역이 되기 위하여 마인드 교육을 저희들은 쏟아붓고 있습니다. Nous sommes en train de donner l'éducation sur le changement de mentalité pour que le jeune béninois puisse conduire le pays et devenir leader de demain. L'ONG internationale Young Fellowship IYF est une organisation sud-coréenne qui intervient dans 95 pays à travers ses 215 branches. Elle vise essentiellement à préparer la jeunesse mondiale à être une relève efficace. Car une jeunesse défaillante aujourd'hui équivaut à des leaders défaillants demain. Plusieurs activités vont meubler ce camp qui est prévu pour durer 4 jours. Ces jeunes participants auront le privilège de prendre part à des académies de formation, de prestations culturelles, des conférences, débats et bien d'autres. Voilà un pays qui, comme le Bénin, n'a pas de ressources minérales, n'a pas de pétrole, n'a pas d'or, mais qui, par la seule force de travail de son peuple et l'intelligence de ses leaders, a pu transformer et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et je viens ici parce qu'il parle de changement et parce que vous, aujourd'hui, qui êtes les jeunes, qui allez être les leaders de demain, vous pouvez transformer le Bénin et le rendre aussi développé que la Corée du Sud. L'organisation IUIF se positionne comme un réseau international qui traite les problèmes de jeunes. Il intervient dans plusieurs domaines d'activité au Bénin, notamment l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes, jeunes et enfants, l'environnement, la culture et le sport.
Je vous l'annoncer en titre, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la 50e journée internationale de l'alphabétisation. À quelques heures de cette célébration, le ministre des Enseignements secondaires, bien entendu, technique de la formation professionnelle, s'est adressé aux citoyens béninois. À l'occasion, il a levé un point de voile sur les réformes entreprises dans ce sous-secteur et celles en cours. On l'écoute au micro de Brenda Gandonou et d'Eron Pévi. Cette journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion de reconsidérer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation en vue d'une transformation efficace, prenant en compte tous les aspects d'une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous. L'alphabétisation, au-delà de son importance inhérente en tant qu'élément du droit à l'éducation, permet à l'individu de s'émanciper et d'améliorer ses conditions de vie. Elle lui procure plus de capacité à choisir un type de vie sécurisé et durable. Elle permet à l'individu de communiquer et d'interagir efficacement avec le monde dans une vision de développement durable. Pour Planella, je cite, « Il urge la mise en place d'une alphabétisation numérique, ce qui permettra non seulement d'éviter la fracture numérique et intergénérationnelle, tant familiale que scolaire et sociale, mais aussi de promouvoir l'inclusion sociale. » Fin de citation. Le programme d'action du gouvernement, PAG, en son axe 5, stipule les ambitions actuelles du développement et les réformes éducatives exigent une meilleure organisation et l'arrimage du sous-secteur de l'alphabétisation au système éducatif formel afin de lui donner toutes les prérogatives concourant à l'élimination de l'analphabétisme. Mon département ministériel s'est alors engagé dans la promotion d'une éducation de développement en adéquation avec le plan sectoriel de l'éducation qui vise l'accès équitable au programme d'alphabétisation, l'arrimage de l'alphabétisation à la formation professionnelle et le numérique, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula, ainsi que le système de suivi-évaluation et l'amélioration du pilotage et la gestion du sous-secteur. Dès lors que l'éducation constitue au Bénin l'un des piliers sur lesquels le gouvernement compte agir pour le décollage socio-économique du capital humain, il est impérieux de transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. Avant de vous quitter, parlons diplomatie. Après des décennies de relations d'amitié et de coopération bilatérale, le Bénin et la République du Congo veulent à nouveau dynamiser cette coopération sud-sud. C'est dans ce cadre qu'il est organisé ce mercredi la 3e session de la grande commission mixte de coopération entre le Bénin et la République du Congo à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les travaux ont connu la participation du ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo et de sa délégation et de la partie béninoise et qui font suite à la réunion des experts qui s'est déroulée du mardi 6 à ce mercredi 7. C'est le ministre Rolien Agbenossi qui a lancé et clôturé les travaux de cette 3e session ministérielle qui intervient 15 ans après la 2e tenue à Brazzaville. Voici le compte rendu. Le ministre béninois des Affaires étrangères accueille ici à Cotonou son homologue congolais de la coopération internationale et sa délégation. C'est dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. En effet, tous deux coprésident la 3e session de la grande commission mixte de coopération entre le Bénin et le Congo. Une session qui intervient 15 années après la 2e tenue à Brazzaville. La présente session, à mon sens, permettra à nos deux délégations de dialoguer avec une intensité renouvelée, en toute franchise, en toute fraternité, en toute amitié, dans le cadre d'une coopération que je veux rénover, mais surtout approfondie. Entre partenaires, mieux, entre amis, on se dit tout ce qui va moins bien et ce qui pourrait mieux aller. Ainsi, y a-t-il lieu de nous féliciter de la présente rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté commune de nos deux chefs d'État, leurs Excellences, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Patrice Talon, président de la République du Bénin, de dynamiser et de diversifier davantage nos relations de coopération.
Pour ce faire, il nous incombe, lors de nos travaux, de créer les conditions propices à l'atteinte de cet objectif. La présente session fait suite à la réunion des experts. Les principales thématiques abordées au cours des travaux ont rapport notamment à la revue du cadre juridique institutionnel de la coopération. Dans ce cadre, des accords ont été signés en vue du bien-être de leurs populations respectives. C'est une étape importante que nous venons de franchir. En effet, la signature au cours de la présente session de 2 accords de coopération et les diverses conclusions auxquelles les 2 parties ont abouti, lesquelles constituent notre programme d'action au cours des prochaines années, participent de notre volonté de consolider, de diversifier et d'insuffler une dynamique nouvelle à notre coopération que nous voulons fructueuse et mutuellement avantageuse. Je voudrais vous dire combien nous attachons du prix à l'application des 10 accords de coopération. Le ministre béninois des Affaires étrangères, satisfait, tout comme son homologue de l'organisation de cette 3e session, a adressé ses félicitations aux experts des 2 pays pour les 2 jours de labeur qu'ils ont eus. Le retour que j'en ai eu témoigne du sérieux qui a caractérisé leurs travaux, de l'intensité des débats qu'ils ont menés et de la qualité des conclusions sur lesquelles ils se sont accordés. En effet, au cours des travaux de cette session, nos 2 délégations se sont attelées à consolider les acquis de la coopération entre le Bénin et le Congo, ainsi qu'à définir les nouvelles orientations dont la concrétisation contribuerait fortement à la redynamisation de la coopération, ainsi que le souhaitent nos 2 leaders, nos 2 chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Patrice Talon. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent de façon éloquente les nouvelles dispositions de notre coopération bilatérale, et le communiqué conjoint que nous venons de signer en est le reflet tangible, ainsi que l'acte solennel d'homologation des grandes conclusions de cette session. Occasion pour l'autorité de rassurer ses hôtes de la disponibilité du gouvernement du président Patrice Talon à prendre toutes les dispositions utiles pour tirer le meilleur des recommandations formulées par cette session. La 4e session, qui se tiendra à Brazzaville au Congo, sera l'occasion de continuer les échanges dans le sens de leur renforcement. Et c'est sur cette note de diplomatie que se referme le 13h au Bénin. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bien évidemment sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information, 19h30 la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, votre émission, Le Grand Canal avec André Dossard. Portez-vous bien, à très bientôt.